La Méditerranée, le cimetière des jeunes migrants africains. Plus de 10 000 jeunes africains ont perdu la vie en mer tentant de rejoindre l'Europe. Malgré ce chiffre alarmant, le phénomène prend de l'ampleur. Pour ces jeunes migrants, l'Eldorado, c'est l'Europe. Selon les responsables de l'Alliance pour refonder la gouvernance en Afrique, la flambée du mouvement migratoire vers l'Occident découle du mauvais contrat socio-économique entre les États africains et leurs colonisateurs. L'Afrique est le seul continent qui est capable de faire de la croissance. Et donc ça, c'est des données qui très souvent ne sont pas présentées à nos jeunes et qui font qu'on a l'impression que l'Eldorado, c'est l'Europe. Et donc tout le monde veut courir vers l'Europe. Alors donc nous tenons cet atelier pour dire que les accords doivent être revus entre l'Europe et l'Afrique. Et comme l'a dit le président Alpha Condé, c'est le lieu maintenant de couper le cordon ombilical de sorte à renégocier les choses avec l'Europe. Les accords de partenariat économique qui sont signés entre l'Afrique et l'Europe, qui sont à la base du mal développement en Afrique. Que ces politiques migratoires soient élaborées avec toutes les parties prenantes. Tout est concentré dans les capitales. Il nous faut avoir une politique, par exemple, de promotion de villes secondaires qui permet justement aux jeunes ruraux de pouvoir développer leurs capacités au sein des territoires où ils sont nés. Le sommet Union africaine Union européenne qui se déroule à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017 est une aubaine pour les organisations de la société civile, la jeunesse africaine et les gouvernants de trouver des réponses adéquates à ce fléau des migrants qui endeuille des milliers de familles africaines. Domaine de Spadi, à une vingtaine de kilomètres de Tiasalé, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Ici sont en formation une vingtaine de jeunes recrutés après appel à candidature avec un niveau de bac +2. Je suis un ingénieur en électricité, auto et engin. Et la culture, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc, suite à l'appel à candidature, je me suis engagé et j'ai été retenu. Au sortir de cette formation, je peux dire que la banane peut me permettre de même donner un avenir promoteur à mes enfants. Finalité de cette formation, faire de ces jeunes des planteurs villageois de bananes. Amener tous ces stagiaires que nous avons ici à être responsables d'un lopin de terre de 20 hectares comme directeur de plantation et chef de bloc de plantation. Voici ce qui réconcilie la théorie et la pratique. C'est pour que mon fruit ne soit pas attaqué par les chauves-souris, les insectes, que je dois le garder dans un microclimat sain pour avoir de bons doigts sur les régimes. Cette opération a lieu après l'inflorescence, c'est-à-dire juste après le comptage fleur. Quand on finit de faire le comptage fleur, on vient, on pose la gaine sur toutes les fleurs qui sont jetées, à partir de la cicatrice bratériale sur le tronc. Une chose est sûre, les premières fleurs sont porteuses d'espoir. Ce ne sont pas des personnes qui se sont dit on a échoué quelque part et qu'on vient. Parce que j'ai toute une gamme de personnes avec moi. Des ingénieurs en industrie comme des ingénieurs agronomes. Et il y a encore des planteurs attitrés d'autres cultures qui veulent faire des reconversions au niveau de la banane. Coût du programme, plus de 30 milliards de francs CFA financés dans une proportion de 90% par l'Union européenne. Un investissement qui comprend, outre la formation des jeunes exploitants agricoles, la réalisation de 400 hectares de plantations, soit l'équivalent de 400 stades de football avec tout l'environnement nécessaire. Donc les 400 hectares, c'est réparti sur 2 blocs de 200 hectares chacun. C'est 10 planteurs qui seront installés sur chaque bloc. Ces jeunes auront chacun 20 hectares à exploiter. Bon, quand les bananiers vont venir en production, il y a une station de conditionnement qui va exister. Mais les autres investissements, vraiment, c'est des écoles, c'est les infrastructures de base pour une communauté qui vont être mises en place. Impact du programme, doper la production de bananes, contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu rural grâce à la création d'emplois directs et indirects. Normalement, il y aura donc un peu plus de 200 travailleurs qui seront installés ici. Après, donc tout ce qui est comme menuiserie, tout ce qui est plomberie, tout ce qui est autres travaux, petits travaux d'électricité et tout ça, bon, ça sera fait par les zones de la région.
La banane dessert est une des performances agricoles de la Côte d'Ivoire. Elle pèse plus de 8% dans le produit intérieur brut du secteur agricole et la Côte d'Ivoire est le premier producteur africain, premier exportateur des ACP en 2015-2016. Entre le Bosphore et la Corne d'Or, les bateaux accostent à quelques mètres de sa ligne. C'est ici sur le port de Karaköy à Istanbul que depuis 2 mois, Chérife Doğan s'exerce à sa nouvelle passion. Les gestes sont encore un peu hésitants, mais le plaisir intact. Elle est venue sur les conseils de son médecin. Pour elle, la pêche, c'est comme une thérapie. Je suis tombée malade, je souffre de diabète. Je viens ici pour me détendre, me vider l'esprit et aussi pour passer le temps, comme je suis désormais à la retraite. C'est vraiment très agréable et c'est vrai ce qu'on dit. Une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. C'est le cas de Fouat. Depuis 50 ans, il ne peut pas s'en passer. Entre loisirs et moyens d'arrondir ses fins de mois, il fait partie des centaines de pêcheurs qui chaque jour s'installent sur le mythique pont de Galata. Mais au fil du temps, il a vu ses prises se dégrader. Les pêcheurs sont de plus en plus nombreux et ils ont peu de connaissances, alors tous les beaux poissons d'autrefois sont partis. Des amateurs toujours plus nombreux qui pêchent des poissons trop jeunes et n'hésitent pas à en faire une activité commerciale. À tout cela vient s'ajouter la pollution liée à l'important trafic maritime. Les eaux du Bosphore subissent une inéluctable dégradation. Si l'on compare la population de poissons avec les années 80-90, on constate une baisse de l'ordre de 50%, c'est-à-dire que l'on est vraiment sur la mauvaise voie. Sur ces 32 km de long, en bateau ou installé sur la rive, le Bosphore est fréquenté chaque jour par plusieurs milliers de pêcheurs amateurs. Parmi eux, certains ont compris les risques et relâchent les jeunes poissons. Ça ne sert à rien de pêcher de si minuscules poissons, il me faudrait au moins des chinchards. Cette passion de la pêche reste intimement liée à Istanbul, la seule ville au monde traversée par la mer et située entre 2 continents. À l'heure de la proclamation de la République populaire de Yougoslavie, l'homme à la tête des communistes yougoslaves, Josip Broz, va très rapidement s'affranchir de la tutelle soviétique. La Yougoslavie devient alors le porte-drapeau des pays non alignés à l'URSS et ainsi le mauvais élève du monde communiste. Tito, de son vrai nom Josip Broz, est né en 1892 en Croatie, alors Autriche-Hongrie. En 1913, il entre dans l'armée austro-hongroise et est fait prisonnier par les Russes en 1915. En avril 1917, il est arrêté pour avoir organisé des manifestations de prisonniers de guerre. Il s'évade et rejoint les manifestations du Saint-Pétersbourg des 16 et 17 juin 1917. En 1920, il s'engage ensuite dans l'armée rouge et devient membre du Parti communiste de Yougoslavie, parti qui est très vite interdit. Il opère clandestinement en tant qu'agent de 1923 à 1928, ce qui lui vaut 5 ans de prison. Il est nommé par Staline en 1936, secrétaire général du Parti communiste de Yougoslavie. Alors les Allemands envahissent la Yougoslavie en 1941. Tito se révèle être un leader charismatique et organise la résistance des communistes contre les nazis. Après la libération, les élections sont organisées avec le soutien de l'Union soviétique. L'Assemblée nomme Tito Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Il y traque les collaborateurs. La monarchie est abolie et Tito proclame la République fédérale populaire de Yougoslavie en novembre 1945 et devient président de la République en 1953. Il se débarrasse de l'emprise de Staline en 1948 pour rendre le pays indépendant et intéresse alors les pays occidentaux. Penchant pour le socialisme, Tito devient, dès 1961, chef de file de la politique de non-alignement dans le conflit qui oppose les USA à l'URSS. Tito réprime toute forme d'opposition. Il met en place une dictature jusqu'à sa mort en organisant un culte de la personnalité et se déclare président à vie en 1974. Il meurt en 1980 à l'âge de 87 ans.